Je suis de retour. Et oui, je suis désolée, ça fait comme plus qu'un mois que j'ai pas fait de vidéo. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente sur les écocentres, j'étais partie en vacances avec mon copain. On est parti 19 jours environ en road trip, dont 2 semaines sur la Côte-Nord. Ça peut être une destination questionnable pour certaines personnes, mais honnêtement, c'est un de mes plus beaux voyages. Je sais pas s'il y a des nord-côtiers qui m'écoutent en ce moment, mais vous avez vraiment une belle région. Je me suis rendu compte que c'est tellement complexant d'avoir ignoré pendant toutes ces années que ça existait ce type de paysage-là sur notre territoire. Bref, s'il y en a qui sont intéressés par ce coin de pays ou qui voudraient avoir des trucs, astuces, inspirations pour passer du statut de touriste à écotouriste, restez avec moi. Premièrement, qu'est-ce que c'est l'écotourisme? C'est un terme qui est un peu galvaudé, mais c'est une façon de voyager qui va de pair avec le développement durable. En fait, c'est juste quand notre voyage est en faveur de la biodiversité de la région, de la préservation de ses ressources naturelles, mais aussi culturelles, et c'est quand, dans ton voyage, tu essaies de comprendre les enjeux sociaux, les enjeux naturels du territoire. Donc, ça peut se manifester de plein de façons. Encourager l'économie locale, prendre un guide local dans un parc naturel, manger local. On peut juste aussi essayer dans notre voyage de faire comme on essaie de faire à la maison. Donc, essayer d'être zéro déchet, calculer son empreinte carbone, faire attention quand on va dans les hôtels, par exemple. Dire hey, on est-tu obligé de laver mes draps tous les jours puis de changer mon savon à chaque fois? On peut dire au propriétaire du gîte ou à la femme de ménage hey, sérieux, viens une fois dans la semaine. Parce que est-ce que vous, à la maison, sérieusement, vous lavez vos draps tous les jours? Est-ce que vous changez votre savon et que vous déballez le papier? Là, vous voyez ce que je veux dire tous les jours? Non, je ne crois pas. Donc ça, c'est tout plein de façons de pratiquer l'écotourisme. Dans notre cas, on était plus en camping. Donc déjà là, le camping, c'est beaucoup moins polluant, si on veut, que les hôtels. Ça gaspille moins d'énergie. C'est tant que tu laisses pas de déchets puis que tu fais pas brûler des canettes et du plastique. Mais bon, mon copain et moi, on n'est pas parfaits. On a fait quelques erreurs écolo en cours de route, si on veut, notamment le gaspillage d'aliments. Mais bon, je vous en parle plus tard parce que comment je vais structurer ma vidéo, c'est que je vais refaire l'itinéraire de notre voyage en vous mentionnant nos bons coups, nos mauvais coups, les initiatives environnementales qu'on a trouvées ainsi que trucs et astuces. On est parti de Montréal le 17 juillet tôt le matin pour, dîner à Québec et ensuite on est resté 4 jours dans la région de Charlevoix pour voir des amis, mais aussi pour le festival, le festif de Baie-Saint-Paul. C'était malade. Ensuite, le 21 juillet, on est entré par la porte d'entrée principale, le nord-côtière, Tadoussac. Super beau, mais pour nous, c'était pas très exotique, donc on est resté là une journée. On a fait un petit sentier à l'extrémité de la plage principale, dans les roches. C'est un petit sentier protégé, c'est un terrain privé, mais qui est aussi accessible au public, qui est conservé pour les générations futures. Donc, il faut rester dans le sentier. La vue est extraordinaire, puis ça nous permet de faire autre chose que les fjords. Ensuite, on a pris l'auto et on est allé dans la région de la Manicouagan, dans la péninsule Manicouagan, plus précisément à Pointe-aux-Outardes. La péninsule Manicouagan est vraiment reconnue pour des plages de toute beauté. C'est des immenses plages. Et ce qu'on a vraiment aimé, nous, c'est qu'on a visité le parc nature de Pointe-aux-Outardes avec une guide. C'était hyper intéressant. J'étais même très intense. Je pense que la guide m'a détestée. J'arrêtais pas de poser des questions. Mais c'est parce que quand tu viens de Montréal, c'est super rare que tu aies accès à autant d'informations sur la nature qui t'entoure et surtout sur la nature québécoise, la taïga, la forêt boréale. Parce que c'est super important de connaître notre faune, notre flore du Québec, même si la Côte-Nord, c'est super loin de la région où moi je vis, Montréal. Ça reste que c'est quand même la deuxième plus grosse région au Québec. Donc on apprend au parc nature plein de trucs environnementaux, que ce soit le cycle dans une forêt boréale, les conifères avec les feuillus. On apprend aussi les feux de forêt naturels, pourquoi est-ce qu'on n'aurait jamais dû nous-mêmes essayer de les arrêter et pourquoi maintenant, à cause de ce geste-là, on est obligé de les arrêter. Puis on apprend surtout qu'est-ce qui se mange dans une forêt boréale, les fruits, les feuilles. On connaît pas ça. Peut-être qu'on l'apprenait au primaire, mais il semble que j'apprenais des trucs comme ça au primaire, mais on a juste arrêté de nous l'apprendre, on a juste tout oublié. Du moins, les gens qui vivent en ville, dans notre quotidien, là, on marche pas là, sur Saint-Denis en disant « Ah,
cette petite feuille-là, je pourrais la manger, là, on s'entend. En fait, on sait pas comment survivre dans une forêt. Il y a plein de choses qu'on peut manger et qu'on ne sait pas. Comme là, on voit en train de manger comme l'espèce de barbe des conifères, là, qui est comme, je sais pas si c'est du lichen. Là, on voit que je suis en train de cueillir des camerises. Des camerises, on connaît pas trop ça dans le sud du Québec, mais ça pousse vraiment partout. On a visité des marais aussi qui sont magnifiques. On voit rarement des marais. Pour moi, marais égale Shrek. Ils sont magnifiques, là, les petits ruisseaux là, que vous voyez, c'est complètement naturel, c'est le marais qui est fait comme ça. C'est super important un marais pour éviter justement les inondations. C'est des milieux humides qui viennent absorber ce problème-là, si on veut. Mais malheureusement, voilà, 70% de ces milieux-là ont été détruits à cause de la colonisation parce qu'on croyait au début que ça n'était pas utile. Mais il y a aussi une grande partie qui a été enlevée à cause de l'érosion naturelle. Genre, quand les colons sont arrivés en 1858, je pense, il y avait comme 3-4 km de plus en avant des marais. Puis là-dessus, il y avait des terres agricoles et tout. Puis là, il y a 3-4 km qui ont été enlevés. Et tout ça, les rues, les maisons, là, se sont échappées dans le fleuve depuis. On essaie justement depuis 20 ans de faire de cette zone-là un milieu protégé pour, entre autres, protéger les berges, s'assurer que personne vienne installer un puits de pétrole. Mais le problème, c'est que le fond de l'eau, la terre appartient au provincial, mais l'eau appartient au fédéral. Donc c'est un petit peu bizarre. Bref, c'est super intéressant tant au niveau environnemental que culturel, je recommande. Ensuite, on est allé à la centrale Manic 5, qui est comme 2h30 au nord de Bécomo. C'est très intense la route là-bas, c'est genre 419 courbes, là, c'est pas moi qui ai conduit. Là, je pourrais vous expliquer plein de choses sur l'hydroélectricité, mais je comprends pas full moi-même. Je vous conseille d'y aller par vous-même à cette centrale-là, c'est loin, mais ça vaut la peine. La visite guidée est gratuite. Ensuite, c'est comme là où le fun commence, là, même si avant c'était vraiment le fun. On s'est tout de suite dirigé vers Havre-Saint-Pierre pour aller passer 3 nuits sur les îles de Mingan. Les îles Mingan, c'était, je pense, le moment le plus magique de notre voyage. C'était tellement onirique, sauvage comme paysage. En fait, on est allé 3 nuits sur la Grande Île, qui est la plus grosse île de cette grande archipel. Dans le fond, tu as 8 espaces de camping sur la grosse île qui fait 27 km de pourtour. Donc, tu as vraiment l'impression d'être seul au monde. Donc, pendant ces 3 jours-là, on s'est reposé, on a fait un peu de plage, de lecture, enfin. Mais on a aussi fait le tour de l'île une journée, ça nous a pris comme 9-10 heures. Faut savoir que les îles Mingan sont reconnues pour leurs monolithes. Des monolithes, c'est des blocs de roches sédimentaires datant de 24 millions d'années, constitués de calcaire, qui ont été travaillés et érodés par plein de choses, la mer, les gels, des gels. En fait, c'est de quoi est formé les îles de Mingan. Il y a 8000 ans qu'on a vu apparaître les monolithes. C'est après la dernière glaciation, mais il y avait des bouts plus résistants à l'érosion du gel des gels que d'autres, et ces bouts-là, ce sont les monolithes. J'y vais très, très approximativement, là. Je pense que c'est ça que j'ai compris, mais je vous laisse une vidéo qui explique mieux là, dans ma description ce qu'est les monolithes. Donc, il y avait tellement de choses à voir sur l'île, tellement d'écosystèmes différents. Tu sais, t'avais la mer, le fleuve, mais rendu là, c'est quasiment la mer. D'un côté, là, t'avais des lacs, des marais en plein milieu, donc t'avais des canards qui passaient du lac jusqu'à la mer. C'est vraiment le paradis pour la faune. On a vu justement des petits marsouins s'amuser au loin et on a aussi dîné avec les loups marins. Et le fleuve était tellement clair, tellement translucide, on aurait dit les Caraïbes. Mais en même temps, quand tu te retournais, t'avais un paysage extrêmement boréal, subarctique, avec des conifères très très bas, très espacés à cause du vent. La nature est extrêmement protégée sur l'île, faut le savoir, on peut pas vraiment aller comme à l'intérieur de l'île. Un autre truc qu'il faut savoir qui est vraiment le fun à propos des îles de Mingan, c'est que c'est un microclimat. Il fait plus chaud sur les îles de Mingan que sur la terre ferme à Havre-Saint-Pierre. Là, vous voyez mon chum avec un bout jaune là, sur le sac à dos. En fait, c'est parce qu'il s'était mis à ramasser tous les déchets qu'on voyait. Même s'il n'y a pas tant de monde par année qui vont sur l'île Mingan et qu'il faut ramener ces déchets sur la terre ferme à la fin du séjour, il y a quand même les marées qui nous amènent des belles petites surprises une fois de temps en temps. Donc, on a essayé de ramasser le plus possible de déchets sur le littoral pour pas qu'un animal s'y méprenne. Puis, on les a rapportés sur la terre ferme à la fin de notre séjour. Et Gabriel a pas mal tout le temps ramassé des déchets quand on en voyait, que ce soit à Tadoussac, à Natashquan. Donc, ça aussi, c'est une activité qui fait partie de l'écotourisme, si on veut. Puis sinon, après nos 3 nuits sur la Grande Île, on est allé sur l'île Quarry qui est juste à côté pour passer un petit après-midi. L'île Quarry est vraiment, vraiment magnifique. Par contre, c'est l'île la plus populaire.
entre autres parce que les randonnées sont pas genre de 9 heures, sont plus de comme 6 heures. Il y a des installations de tentes un peu de luxe là, pour ceux qui trippent pas sur le camping sauvage. T'as vraiment des sentiers qui sont aménagés. Mais si vous voulez vraiment aller sur les îles Mingan pour vous sentir seul au monde, je vous recommande Niapisco, la Grande Île comme j'ai fait, je pense les nuits. Mais là, quand on est arrivé sur la terre ferme à Havre-Saint-Pierre, on avait une belle petite surprise qui nous attendait dans l'auto. Vu que c'est du camping sauvage, puis qu'on nous avait dit qu'on allait marcher un petit peu entre le bateau et notre campement, on savait pas combien, on n'a pas apporté de glacière. Parce qu'on s'était dit, bon, on va s'arranger. D'ailleurs, on s'est fait comme un petit frigo naturel avec des roches là, que je vous montre en ce moment. Là. C'est un petit peu notre portion guide de survie en forêt, là, si jamais vous voulez conserver des aliments frais. Bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas apporté la glacière, mais qu'on avait déjà de la bouffe dans la glacière qui datait de quand on était dans la région de la Manicouagan. Puis on s'était dit, on le laisserait dans l'auto dans un endroit frais avec de la glace, mais on avait oublié d'acheter de la glace. Donc quand on est revenu, ça sentait la mort, c'était épouvantable, on a perdu beaucoup de bouffe, ce qui nous arrive jamais à Montréal. Donc si jamais vous allez sur les îles de Mingan, juste vous dire, apportez votre glacière, c'est bien correct. Il y a juste 400 mètres à faire entre le bateau puis le campement. Bref, à recommencer, là, j'essaierai de gaspiller zéro bouffe. Puis l'autre chose que j'aurais eu à changer dans mon voyage, c'est que j'aurais mangé vraiment moins de viande. Dans ma vie de tous les jours, j'en achète pas, j'en mange rarement. Mais là, en camping, c'est plus mon chum qui cuisinait. C'est vrai qu'en camping, c'est tellement plus facile de faire de la viande sur le feu. Mais à recommencer, j'aurais vraiment pris le temps de regarder c'est quoi les options végétariennes en camping facile, rapide. Alice Morel-Michaud aurait pas été fière de moi. Donc, après les îles Mingan, on est allé à Natashquan. Natashquan, village de Gilles Vigneault. Et qui veut dire en Innu, là où on chasse l'ours. Donc Natashquan a vraiment été un coup de cœur, les gens sont tellement fins et aussi l'eau est tellement chaude, plus chaude que dans la baie des Chaleurs, plus chaude qu'au Maine. En fait, c'est parce qu'il y a deux rivières qui viennent se jeter dans le fleuve, donc ça donne comme des courants chauds, là, quelque chose comme ça. Puis ce qui est intéressant en Natashquan, c'est que tu as vraiment accès à la culture Innu. En fait, les Inuits sont partout sur la côte nord, mais on dirait qu'à Natashquan, il y avait vraiment une mixité qui était intéressante. En fait, on est parti une journée avec Daniel Lalo, un Innu, pour qu'il nous montre comment lui et sa communauté pêchent le homard à mer basse sur leur territoire. Donc nous, on n'a pas le droit d'en pêcher parce que c'est réservé aux peuples autochtones. Juste vous dire, dans cette région-là, le homard prospère très très bien. Puis c'est aussi qu'ils vont remettre les femelles à l'eau dès qu'ils voient des œufs. Ils les remettent à l'eau pour être sûr que l'espèce prospère. Puis pendant notre petit tour en bateau, il nous expliquait aussi comment ils chassaient le bébé goéland, pourquoi il n'y avait pas le caribou de telle saison, mais qu'il aimait telle sorte de caribou telle saison, qui mangeait telle affaire dans telle forêt. Même pour quelqu'un qui est vegan, ce mode de vie-là est intéressant parce qu'il est éthique, il est ancestral, c'est respectueux de l'environnement. Et dans l'activité qu'on a faite, donc de le suivre dans sa journée, ça encourageait l'économie de la réserve de Natashquan. Après Natashquan, parce qu'on a visité toutes les petites attractions de Gilles Vigneault et tout ça, on est allé passer une nuit, une soirée, plus un petit début de matin à Kegaska. Kegaska, c'est le bout de la route 138. Après ça, il n'y a pas de route, la route recommence à Blanc-Sablon. Blanc-Sablon qui est le bout, l'extrémité de la Basse-Côte-Nord, juste comme à la limite du Labrador avant d'aller à Terre-Neuve. Mais Kegaska, c'est très intéressant comme village parce que c'est anglophone, c'est la porte d'entrée de la Basse-Côte-Nord. Donc, une fois qu'on a touché le bout de la route, il fallait bien redescendre. On s'est arrêté dans la municipalité de Rivière-au-Tonnerre et Sheldrake. Rivière-au-Tonnerre, c'est super intéressant à cause de l'église. Son église, elle est bleue et blanche, comme vous pouvez voir. C'est Yvon Bezeau, son gardien de 93 ans, qui nous affirme que parmi tous les endroits où il a appelé dans le monde, il n'y a aucune autre église qui a de banc bleu comme celui-ci. C'est un petit peu pour reproduire la Vierge Marie qui était en bleu aussi. Et à Sheldrake, qui est le village juste en dessous, je pense que ça fait partie comme de la même municipalité, on est allé dîner dans un petit coin perdu où on a vu des marmottes, ou des rats musqués, là, je sais pas trop, mais on a vu aussi un loup marin qui était comme blessé. On voulait appeler l'agent de la faune, mais on n'avait pas de réseau pendant comme 3 heures, puis une fois qu'on en a eu, je pouvais pas décrire l'endroit où est-ce qu'on était de toute façon. C'est aussi ça l'écotourisme aussi, je pense, ne pas intervenir dans le cycle de la vie de la faune. Je dis peut-être ça pour me déculpabiliser parce que je pense encore. Et après, on est allé à cette île une nuit. On est allé faire du camping juste à côté, près de la réserve Maliotenam. Maliotenam, bref, il y a 2 façons de le dire. Parce qu'il y avait le festival Innu de la chanson, donc une autre façon de connecter avec les cultures Innu. Et ensuite, on est redescendu vers la Haute-Côte-Nord, vers les Grandes Bergeronnes, qui est à comme 20 minutes de Tadoussac, qui était très très beau. On a visité un petit musée de l'archéologie de la Côte-Nord, mais c'était vraiment la fin du voyage. Et ensuite, une autre nuit à Baie-Saint-Paul, et me voici.
parenthèse écolo très importante, pour ceux et celles qui seraient intéressés de visiter la Côte-Nord en mode zéro déchet et qui voudraient manger local le plus possible, du moins, je suis allée pour vous visiter une ferme, 2 écocentres ainsi qu'un magasin zéro déchet. Donc, à Baie-Comeau, vous pouvez trouver le meilleur écocentre au monde, qui est la Régie des matières résiduelles de la Manicouagan. Je vais vous mettre évidemment le lien en description. Si vous savez pas c'est quoi un écocentre, juste regardez ma vidéo antérieure sur les écocentres, bien sûr comment se débarrasser de ses affaires. Là-bas, l'écocentre, c'est hyper cool, c'est un écocentre, mais c'est une boutique en même temps. Donc, quand tu vas porter tes affaires, si tu vas porter, mettons, ta patère brisée, au lieu de les mettre en copeaux de bois, ils vont essayer de la réparer ou de faire quelque chose d'autre, un autre objet avec, pour que le cycle de vie de l'objet soit extrêmement plus long que ce qu'il aurait été. Donc, il y a un menuisier qui est sur place. Les caissières sont aussi des artistes, donc quand c'est tranquille dans la boutique, ils vont créer des nouveaux objets avec les restants. Les objets sont super beaux, donc il y a des chandeliers, il y a des porte-manteaux qui sont faits avec des restants de poignées de porte. Il y a une section d'emballage ou de produits zéro déchet, pas de nourriture. Ensuite, à Port-Cartier et à Sept-Îles, il y a la boutique Le Renard Bleu, qui est une boutique zéro déchet et qui offre de la nourriture en vrac. Toujours à Port-Cartier, si vous avez besoin d'acheter des jouets pour vos enfants dans la voiture, si vous avez besoin d'acheter de la vaisselle pour le camping et que vous voulez acheter seconde main, je vous conseille le Phare. Le Phare, c'est un endroit où est-ce qu'on va réinsérer les objets dans la société, mais on va aussi réinsérer les personnes. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que la grande majorité des employés sont atteints d'une déficience physique ou mentale, qui sont payés en partie par le gouvernement. Ils vont déchirer les papiers pour en refaire du carton, ils vont trier les objets, etc., etc. C'est le fun à encourager comme endroit, vraiment. Si toutefois vous voulez acheter des fruits et légumes qui sont locaux, premièrement, bonne chance, à part la chicoutée, qui est comme le fruit emblématique, là, du moins de la Mangani. Je vous dirais que la Côte-Nord n'est pas reconnue pour ses terres agricoles. Bon, la température aide pas, là, l'été dure 2 mois, puis il y a énormément de vent glacial qui peut venir de la mer. Mais j'ai découvert une coop qui s'appelle Grenier Boréal, qui se trouve à Longue Pointe de Mingan et qui essaie un petit peu d'instaurer l'agriculture, le manger local au sein de la Mangani. Elle va fournir à la municipalité des produits qui sont issus de l'agriculture locale, de la permaculture, qui sont sans produits chimiques, sans OGM, ça va privilégier le circuit court, et en plus ils vont offrir des techniques de consultation en agroforesterie, en plus de sensibiliser au développement durable par l'éducation. Vous pouvez aller y acheter fruits et légumes, petites confitures, thé du Labrador, etc. Ce qui est vraiment le fun, c'est que eux, ils vont travailler à l'intérieur de leur petite bâtisse, mais il y a comme un petit kiosque où il y a une petite boîte où tu peux mettre ton argent. Donc c'est pour dire que sur la Côte-Nord, c'est pas dangereux, on fait confiance à tout le monde. Et voilà, c'est ce qui conclut mon périple sur la Côte-Nord. La grande question, c'est combien de kilomètres j'ai parcouru et comment je vais faire pour compenser tout ce carbone-là. Et mon copain et moi, on a parcouru 3444 kilomètres. Donc, on va aller sur arbreevolution.com. Moi, c'est ce que j'utilise pour calculer mon empreinte carbone. Donc, arbreevolution.com. Ensuite, on a calcul carbone. On va dans voiture. On est allé en Hyundai Sonata, la voiture de son papa. Calculé. Donc, notre empreinte carbone est de 0,74 tonnes de CO2, quand même beaucoup. Donc, on va replanter 4 arbres. C'est pas tant, c'est 31,80. C'est même pas 16$ chaque, là. Je pense que ça vaut la peine. Je vais vous dire quelque chose, là, moi je pense que ça devrait être inclus dans le billet d'avion de quelqu'un. Tu sais, mettons, t'as un aller-retour vers, je sais pas, l'Argentine, ça te coûte 1000$. Tu vas pas dire non, tu vas pas genre être turn off parce que c'est 1030 ou 1040$, là, 40 de plus ou de moins quand tu voyages. C'est pas ça qui fait la différence pour ton porte-monnaie, mais ça peut faire une grosse différence pour les poumons de la Terre. Bref, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Si vous êtes déjà allé sur la Côte-Nord, dites-moi en commentaire c'est quoi vos endroits préférés sur la Côte-Nord, ou bien sûr si vous y habitez, c'est quoi vos petits spots, ou même c'est quoi vos endroits dans le monde où vous avez le plus préféré faire de l'écotourisme, ou justement visiter la faune, la flore et vous informer sur celle-ci. Évidemment, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve très bientôt.